Est-ce qu'il y a, docteur, des points communs entre la fidélité ou l'infidélité de l'être humain et de l'animal, en particulier des mammifères? Des singes, oui, bien sûr, mais enfin, le vrai animal fidèle, c'est l'oiseau. C'est même en général le tourtereau, on le connaît bien, l'inséparable, le perroquet. C'est lui, parce que l'oiseau, il y a un œuf à élever, à couver, à élever, donc automatiquement, il y a un couple qui se forme. Et on n'a pas le temps d'être infidèle quand on est oiseau. Pardon ? L'homme couve les œufs en plus, chez les oiseaux. Le mâle couve, pas toujours, hein, mais enfin au moins il nourrit sa femelle pendant qu'elle le couve, et ensuite il faut nourrir le petit, donc automatiquement ils vont rester. En plus ils n'ont pas le temps de l'infidélité. Il y a 80% d'oiseaux fidèles, donc vous voyez c'est vraiment ça la norme. Et qu'en est-il des mammifères? Nous sommes des mammifères, 80% sont infidèles et même 90% sont infidèles. Si on prend les singes pour aller plus vite, il y a 180 espèces et il y en a 4 de fidèles, donc vous voyez c'est vraiment très peu. Et pourquoi sont-elles fidèles? Parce qu'elles ont des problèmes de territoire et de nourriture, et c'est pour ça qu'elles restent fidèles, et tout principalement le gibbon, oui, qui est inféodé, comme on dit, à la cime des arbres et qui est obligé de rester là-haut à manger des fruits. Donc il y a une femelle par arbre, un Jules à côté, et elle hurle pour lui dire c'est à la fois mon Jules et mon arbre et vous venez plus. C'est aussi simple que ça. Il y en a un autre qui est nocturne, donc c'est pareil, on ne peut pas être en très grande bande, et il y a un dernier qui est aussi dans des forêts très difficiles, il s'appelle le titi, et en plus c'est très joli quand il est un couple, il met la queue, les deux queues sont comme ça communes, et tout autour, et c'est vraiment le joli petit couple, mais c'est quand même très très peu, donc vous voyez. D'accord. Sinon, si on prend, et j'en finis, référence à nos plus proches parents, les chimpanzés, ils sont très très infidèles, très polygynes et très polyantres. Oh, d'accord. Oui. C'est-à-dire que chaque femme et chaque homme a plusieurs compagnons. Voilà, exactement. Ouais. Est-ce qu'on doit en déduire des choses sur nous? Est-ce que ça veut dire que si nous sommes plutôt fidèles qu'infidèles, même si ça dépend de quelle période on vit dans notre histoire, est-ce que vous avez l'impression qu'on est plus fidèle par convention sociale que par spontanéité ou nature propre? Non, je crois qu'on est fidèle exactement dans le même système par rapport aussi à la nourriture, au territoire, à la force et aux enfants surtout. Il est évident que le gibbon, par exemple, qui est très typiquement le couple fidèle, il y a d'ailleurs en même temps, ce qui est très rare, un comportement paternel du père, ce qui n'existe pas chez les autres singes. C'est-à-dire d'abord il y a toute une cour, il y a des mouvements de tendresse, il y a, quand le petit naît, le père va le porter, va s'en occuper, va le regarder, c'est très très rare. Il y a beaucoup de tendresse et ça c'est très très spécifique de l'homme aussi, c'est très souvent le rapport à l'enfant qui crée le couple. Ouais. Est-ce qu'on a des enseignements à prendre chez les animaux, nous, dans nos comportements à nous? Parce qu'on se demande tous qui a raison, qui a tort ici entre Gilbert et d'autres. Je n'ai aucun avis moral à donner. Ouais. Je pense que ça, chacun doit songer, mais on l'a très joliment dit. On a vu la souffrance souvent de l'enfant qui peut ne pas être reconnu. Ça, c'est ça le gros problème, chacun le sait. Donc ça, c'est des choix personnels à faire. Le véritable lien, j'allais dire profond, en éthologie animale, c'est la mère à l'enfant. C'est ça le vrai couple. Car j'ai oublié le dernier, j'allais dire celui qui a peut-être trouvé la solution. Le seul animal qui a trouvé une solution étonnante, c'est la mère orang-outan qui est toute seule avec son petit. Elle qui est la solitaire, c'est le seul singe solitaire. Mais c'est un peu ce qu'on vivait au début du siècle, hein. C'est ce que je disais au début de cette émission, c'est-à-dire que les hommes étaient avec les hommes, les femmes travaillaient peu. En fait, les couples, c'était quoi? Des couples ou pas des couples, ou des groupes peut-être, enfin, des groupes chez les hommes, et le couple femme-enfant existait également avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais il y avait une codification en plus. Alors, on est revenu peut-être à une période plus chimpanzé, sans avis moral, hein. C'est-à-dire d'ouverture, de beaucoup moins de codes, à ce qu'on appelle des milieux ouverts, nous en éthologie. Bon, eux, ils sont en savane, nous, c'est une ville, mais c'est des milieux ouverts, des rapprochements. Donc une infidélité qui arrive, parce que c'est une autre notion. Sinon, il faut une code et un moral. Vous te rappelez que l'éthologie est la science du comportement. Voilà. Après avoir pas mal discuté ensemble pendant une bonne heure et demie des raisons et des situations qui conduisent à être infidèles, après s'être interrogé encore à l'instant sur la fatalité ou non de ce comportement, nous allons un peu hypocritement nous demander si finalement on peut commenter objectivement l'infidélité des autres, ou est-ce que chacun a véritablement son histoire qui ne ressemble pas à la sienne. Vos réactions après ces quelques histoires de célébrités vues dans la presse, et que personne fasse le voyeur honteux, tout le monde les regarde, hein? C'est clair, c'est sûr. L'infidélité fait beaucoup parler d'elle. On s'amuse d'une bonne blague de cocu, on commente les aventures ou mésaventures de tel ou tel couple de l'entourage. L'infidélité est passée au peigne fin, le pourquoi, le comment, les conséquences. Les ouvrages de référence en auscultent les origines et tentent d'en dégager les grandes lignes. Des quantités considérables de témoignages toujours anonymes ramènent le phénomène à échelle humaine. Chaque année, les Français sont sondés pour mieux cerner l'âge, la catégorie sociale et l'attitude du trompeur. Et chaque année, une constante, on ne dit pas qu'on est infidèle ni à l'autre ni aux autres. Il est difficile de se justifier d'une trahison. Mais le sujet reste en France du sacro-saint domaine de la vie privée.
En revanche, dans les pays anglo-saxons, il prend des allures de péché capital et peut aller jusqu'à sommer les personnalités publiques en cause de s'expliquer devant toute une nation au risque de voir leur carrière brisée. Lorsque les journaux anglais ont soupçonné Cindy Crawford d'avoir des expériences homosexuelles, notamment à la suite d'une photo considérée comme très révélatrice à la une de Vanity Fair, Richard Gere, son mari, et Cindy Crawford ont décidé de s'exprimer publiquement. Ils l'ont fait dans une page du très sérieux Times en déclarant « Nous sommes hétérosexuels et monogames et nous prenons notre engagement l'un envers l'autre très au sérieux. » Et enfin, plus loin, « Les rumeurs sur notre divorce sont totalement infondées, nous restons mariés. » L'acteur Hugh Grant, quant à lui, a répondu devant les caméras de télévision aux questions que le monde entier se posait sur son infidélité avec Devin Brown. Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Bah, vous savez, j'étais sous pression, exténué, tout seul. Peut-être que je suis tombé dans l'escalier quand j'étais petit ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est certainement une vraie connerie de vouloir se cacher derrière ces explications. Mais vous savez, dans la vie, beaucoup de choses qui paraissent bonnes sont en fait mauvaises. J'ai fait quelque chose de mal. Voilà, c'est tout. Cette confession publique a largement contribué à redorer son image. Les hommes politiques sont loin d'être à l'abri. Le couple présidentiel aux États-Unis doit être moralement irréprochable. Lorsque des rumeurs insistantes d'une liaison entre Bill Clinton et Jennifer Flower ont commencé à entacher l'image du couple, c'est Hillary Clinton elle-même qui s'est retrouvée en position de se justifier. Et elle l'a fait avec beaucoup de conviction. Je dois vous dire que, de mon point de vue, notre mariage est très fort. Nous nous aimons, nous nous soutenons, et nous avons connu beaucoup de moments très forts ensemble. Et comme dans chaque mariage, certains événements surviennent entre les époux, mais qui ne regardent que nous, et qui doivent rester du domaine de la vie privée. La France reste-t-elle exemplaire dans ce domaine? Et le geste posthume du président Mitterrand et de sa famille n'est-il pas un signe donné à ceux qui prônent le retour à un certain ordre moral? C'est la dernière question que je poserai ce soir pour terminer cette émission. Comment vous avez réagi au souhait du président, également visiblement au souhait de sa famille, de montrer donc deux femmes, plusieurs enfants, deux couples différents, de lits différents au moment de ses obsèques? Je pense au moins que tout le monde est au courant des deux histoires. Et je pense que c'est au moins c'est très bien, à mon avis. Même si je suis pour la fidélité et tout ça, mais bon, au moins tout le monde le sait au courant, autant partager cette peine ensemble. Pour la vérité surtout. Oui, oui, pour la vérité. Moi aussi, c'est un souci de vérité et je trouve que c'est logique en fait. Enfin, surtout avec la fin de sa vie, où je pense qu'il avait un grand désir d'être en vérité avec tous. Il l'a fait de manière posthume, quand... Oui, d'une certaine manière, oui. Non, moi je crois qu'il a eu raison aussi. Bon, on est infidèle, il faut pouvoir l'avouer, il faut pouvoir peut-être comprendre pourquoi on a été infidèle. Bon, bah, en plus, lui, il avait une fille de cette infidélité. Je crois qu'il a été très courageux vis-à-vis du public, vis-à-vis de la presse. Puis il avait envie de la reconnaître vis-à-vis du monde entier. En ce qui concerne, de toute façon, Frédéric Mitterrand... C'est François. Pardon. Je suis très... Non, François Mitterrand. Personnellement, je suis pas, je suis pas gourmande de ce genre de choses. C'est sa vie, mon Dieu, il a fait... Non, mais il y a eu un message, hein, parce que d'accord, c'est lui oui, qui non, l'a mais souhaité. je veux dire, d'un autre côté, il y a eu un message, mais je veux dire, lui, il a fait ce qu'il a cru devoir faire. Moi, je me sens pas le droit d'avoir un regard là-dessus. Le choix du président Mitterrand qui a laissé clairement... dans son testament... Enfin, clairement, peut-être pas pour tout le monde. Non, mais il a dit clairement qu'il souhaitait en tout cas qu'à ses obsèques assistent à la fois ses deux garçons et sa fille. Moi, je dis que bon, chaque personne est responsable de ce qu'il fait et donc par rapport à ça, j'ai pas apporté de jugement à dire si c'est bien ou si c'est pas bien parce que chaque personne a une façon de voir les choses différentes. Moi, je trouve que c'est pas un très très bon exemple. Surtout, une personne publique comme ça ne devrait pas dévoiler des choses comme ça. Je trouve que ça sert à rien. Parce qu'il est un exemple et que... Non, mais pour certaines personnes, il est un exemple, effectivement, et bon, il peut décevoir. Il a pu Les fidèles pardonnent, les infidèles ne pardonnent pas. Enfin, si je puis dire. Non, je trouve qu'il était temps que quelqu'un de cette envergure, de cette importance publique, fasse une chose pareille. C'est évident. Mais il était temps, je veux dire, il est temps que ces choses se
C'est pratique quand même. Moi, je n'ai pas de point de vue sur cet homme-là qui vient de mourir, mais je voudrais demander à la jeune fille qui est intervenue tout à l'heure ce qu'elle en pense. Oui, vous. Ouais, attendez 2 secondes. Ce que vous en pensez, vous. Et pas de toc, Je pense que c'est plus intéressant. Un micro, s'il vous plaît. Merci. Parce que c'est une... enfin, la fille de Mitterrand. Enfin, oui, je pense que c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'un président reste un homme. Oui. Mais à part ça, je sais pas. Je sais pas, je suis pas au courant de l'histoire. Parce que je pense qu'elle a été malheureuse, comme vous, certainement. C'est pas la même histoire. Elle a été cachée aussi. Elle était cachée. Ouais, mais elle a pas été abandonnée à cause de cette histoire. Oui, mais Il l'a gardée. ce que disait Madame tout à l'heure, de vivre caché, on n'est pas heureux non plus. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre votre père et Mitterrand. Parce que moi, les enfants, je ne les ai pas abandonnés, je les assume. Mais voilà, tous. ça c'est bien, vous les avez assumés. Moi, Je les assume et je vais les assumer encore. J'en ai jamais abandonné un seul. Non, mais je crois que personne ne peut dire que François Mitterrand a abandonné Mazarine et sa maman. Oui, mais est-ce qu'elle en a souffert, elle, d'être mis en retrait de la... Non, mais elle a mieux vécu que moi, déjà, elle a eu Si c'était Mazarine, si elle a envie d'en parler un jour, mais c'est sa maman, mais c'est pas la question. Vous disiez, mademoiselle. Mais disons que Mitterrand parle maintenant. C'était un président, mais ça n'était qu'un homme. Ça n'était qu'un homme. Ça n'était qu'un homme.